Bien, chers amis de la Maison de l'Europe, chers amis européens, sachez que nous sommes ici, toute l'équipe de la Maison de l'Europe, heureux de vous retrouver en aussi grand nombre après une période où il nous a été un peu difficile de nous rencontrer les uns et les autres. Donc, je vous disais simplement que nous étions heureux de vous voir après cette longue interruption due au Covid et que nous allons essayer maintenant de repartir, si les virus nous en donnent bien l'autorisation, sur nos anciennes habitudes qui sont, à mon avis, qui n'étaient pas trop mauvaises. Donc, dans un premier temps, permettez-moi à vous tous de vous souhaiter les meilleurs vœux, bien évidemment pour vous, pour vos proches, pour votre famille, pour vos amis, pour que cette année soit une année bien remplie, sur une année où vous conserviez la santé et où on puisse progresser ensemble. Vous avez bien voulu répondre à notre proposition qui est de faire intervenir quelqu'un qui est un spécialiste, et je dirai ça des mots tout à l'heure, qui est un spécialiste de l'Europe centrale et qui donc connaît particulièrement bien les problématiques dont nous vivons un certain nombre de questions qui sont à la fois tristes et désolantes pour toute cette partie de l'Europe, de l'Est, entre, je dis bien, les Ukrainiens et les Russes. Vous verrez que dans mon propos, je fais toujours une distinction entre le peuple russe et le gouvernement russe, en l'occurrence, son président. Donc mes vœux sont aussi, en dehors de vous, sont des vœux de paix et de démocratie qu'il faut tous les jours soutenir, parce que la démocratie est quelque chose d'extrêmement fragile. Elle ne peut être soutenue que par les citoyens. Les gouvernants peuvent, bien évidemment, transmettre, mais les gouvernements sont élus par nous et ce sont eux. C'est le peuple la population qui va dire où l'on veut aller. Et si vous regardez bien ce qui se passe, ou ce qui s'est passé au cours des 2 ou 3 dernières années, je ne serai pas pessimiste, mais il faut quand même que nous soyons, je dirais, attentifs à ce qu'il se passe. Qu'on parle d'un côté, de l'autre côté de l'Atlantique, des États-Unis ou du Brésil, que l'on parle ici de pays comme aujourd'hui l'Italie, comme la Hongrie, comme voire éventuellement certains pays nordiques où des extrêmes peuvent venir au pouvoir, c'est à nous à être vigilants et à faire en sorte que nous puissions avancer dans cette construction de l'Union européenne. 70 ans, c'est rien du tout. 70 ans, c'est rien du tout, c'est 2 générations. Et ce qu'il faut que nous réussissions, c'est que dans 2 siècles, 3 siècles, 5 siècles, on considère le XXe siècle et la deuxième moitié du XXe siècle comme cette résurgence de la démocratie, cette résurgence de la paix après des siècles et des siècles de conflits. Voilà. Une fois ces propos liminaires donnés, 2 mots sur ce qu'est la Maison de l'Europe pour ceux qui ne la connaîtraient pas. La Maison de l'Europe, on a tendance à le dire, nous, c'est le trait d'union entre Europe et territoire. Notre mission, et ça vous la connaissez, c'est faire grandir l'envie d'Europe chez nos concitoyens. C'est à partir de cette envie d'Europe que l'on peut construire quelque chose. Si on n'a pas envie, on ne fera jamais rien. La Maison de l'Europe, c'est une association de permanents et de bénévoles. Elle s'est structurée au cours des 2 dernières années, notamment avec 2 pôles principaux que nous considérons vitaux pour notre futur. Le pôle enseignement, où là nous avons des liens assez étroits avec le rectorat, la direction départementale de l'enseignement diocésain, l'université, les établissements scolaires, etc., etc. Le 2e pôle, ce sont les territoires. Et là, nous travaillons en lien avec, bien évidemment, la région, le département, la métropole, les communes et les communautés de communes, et notamment avec l'association des maires d'Ille-et-Vilaine. Vous savez que la Maison de l'Europe aussi bénéficie d'une 15aine de relais sur le territoire, et c'est comme ça qu'on essaye de transmettre et d'être effectivement le trait d'union vers les territoires, vers les personnes qui habitent, je dirais, en zone non pas seulement uniquement urbaine et métropolitaine, mais aussi dans les zones rurales. Notre programme est toujours assez relativement chargé. Je vous donne quelques chiffres. En 2022, notre site internet, nous avons eu 21 000 connexions. Sur les réseaux sociaux, nous sommes suivis par 9 000 personnes.
4000 personnes ont assisté à nos 12 conférences que nous avons faites l'année dernière, et notamment une grande partie en visio, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, et quelques-unes en présentiel. Nous distribuons 4000 brochures, nous avons fait 20 émissions de radio, nous éditons 11 flashs d'Europe, nous prêtons des expositions, enfin bref, nous essayons de faire au mieux, et je rappelle que nous faisons ça au mieux, avec aujourd'hui 2 permanents, 2 salariés, donc les 2 que vous avez vus à l'entrée, qui sont Magali et Marie-Caroline, et les bénévoles. Nous avons des projets, nous irons plus loin, nous essaierons de faire encore mieux dans l'année qui vient. Bien évidemment, on se retrouvera entre autres à la Fête de l'Europe au mois de mai. Et donc, si j'ai un message à vous passer, et si vous voulez bien le prendre en considération, si vous n'êtes pas adhérent, s'il vous plaît, adhérez. Ce n'est pas les 30 € qu'on vous demande qui sont importants. Ce qui est important, c'est que quand vous adhérez, vous dites « oui, c'est vrai, continuez votre travail et avancez ». Et là, nous espérons pouvoir répondre à vos attentes. Vous avez aussi le droit de nous dire que telle chose pourrait être mieux faite. Et si vous le souhaitez, bien évidemment, vous pouvez nous rejoindre dans nos actions comme bénévoles. Aujourd'hui, nous abordons donc la situation en Europe. En Ukraine, pardon. Vous savez que le 24 février, donc on y est presque, et 24 février de l'année dernière, l'Ukraine a été envahie par les troupes russes, et tout cela a été suivi d'exactions en tout genre. Si vous vous positionnez à hier, 2 informations que nous avons reçues. 1, Berlin est favorable à un tribunal spécial pour traduire les dirigeants russes en justice. Et notamment l'Union européenne, par l'intermédiaire de sa présidente, qui est donc la présidente suédoise, qualifie la frappe russe contre un immeuble de Dnipro de crime de guerre. On est donc là très loin, à la fois de paix et de démocratie. Et c'est là que l'intervention de Frédéric Petit et le titre qu'il a donné est tout à fait intéressant, puisqu'il nous dit quoi ? Il nous dit « Je veux parler de la guerre en Ukraine » pour exprimer la nécessité de défendre le modèle européen. Alors Frédéric Petit, vous avez une vie antérieure riche. J'en ai connu un petit bout en Pologne, mais vous êtes un ingénieur, mais vous avez, je dirais, bourlingué, le terme n'est pas péjoratif du tout, mais entre le Cameroun, la Pologne, la Lituanie, l'Ukraine, la Biélorussie, l'Égypte, vous êtes marié avec une Polonaise, vous connaissez la Pologne, je dirais, comme la France ou pratiquement. Vous êtes basé à Cracovie, qui est une ville extraordinaire. Et vous êtes aujourd'hui vice-président, en tant que député français, vous êtes vice-président de la Commission des Affaires européennes de l'Assemblée nationale et vous êtes président du groupe d'amitié franco-polonais. Vous avez sous votre responsabilité sous votre responsabilité, encore que c'est une responsabilité, on va dire, un peu théorique, puisque 16 pays avec 123 000 ressortissants. Vous avez aussi cet avantage pour nous ce soir d'avoir visité plusieurs fois l'Ukraine et les autres pays limitrophes. C'est d'ailleurs à cause de cela, à cause d'un compte-rendu, d'une interview qui est parue dans le journal La Croix que je vous avais repéré, que je vous avais demandé si vous avez un moment, un jour, si vous avez du temps, est-ce que vous pourriez venir justement nous parler de toute cette zone d'Europe centrale et notamment de ce qui se passe en Ukraine. Donc aujourd'hui, merci d'être venu. Vous vous définissez comme un député pèlerin. Vous nous expliquerez quel genre de pèlerinage vous faites aujourd'hui. Et vous êtes député français, mais député français avec une fibre européenne qui se sent dans les écrits que vous avez pu faire. Donc, si vous voulez bien, aujourd'hui, et comme vous vous définissez depuis le 24 février 2002 comme un député en zone de guerre, pouvez-vous, avant d'aborder l'Ukraine, nous dire simplement qu'est-ce que c'est qu'un député de l'étranger? C'est toujours ma manière de dire qui est abominable. Je n'aime pas le mot étranger parce que dans le mot étranger, il y a le mot étrange. Et donc, quand un étranger vient sur notre territoire, c'est sûr qu'il est étranger. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas le comprendre. Et c'est pour ça qu'on lui demande de revenir chez lui. Voilà. Vous êtes député des Français établis hors de France. Merci, cher ami.
Je vous laisse donc la parole. Après, nous entendrons Karl Durand, qui est président du comité de jumelage de Breteuil, qui nous expliquera ce qu'il a pu voir en Pologne au moment où il est allé dans le cadre des relations avec l'Ukraine. Mais dans un premier temps, si vous pouvez, avant d'aborder l'Ukraine, si vous pouvez donc nous dire 2 mots sur ce qu'est un député tel que vous. Très bien. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous d'être là. Je suis aussi le député de la nation française et de l'ensemble de la nation française. Donc c'est avec plaisir et aussi un peu le sens du devoir que je suis là. Et ce n'est pas extraordinaire qu'un député vienne parler à des citoyens français, où que ce soit sur le territoire ou dans le monde. Alors sur la présentation que vous avez faite, donc quand on dit que je suis basé à Cracovie, je crois qu'il faut dire que j'habite à Cracovie, beaucoup plus simplement, puisque j'ai eu une vie antérieure avant d'être député. Je suis arrivé en Pologne en 1986, à l'âge où certains n'étaient pas nés, à une date où certains n'étaient pas nés dans la salle. Voilà, donc effectivement, je connais bien la Pologne, mais mes amis polonais disent que je parle très très bien français. Voilà, alors je ne suis plus président du groupe d'amitié France-Pologne parce que je l'étais au précédent mandat et je ne le suis plus parce que vous savez que c'est une grande guerre de position, les groupes d'amitié. Voilà, alors député pèlerin, c'est pas moi qui le dis, c'est un journaliste qui un jour m'a suggéré ça. Ça a été repris par des gens qui sont plutôt de gauche, donc je ne sais pas si c'est vraiment un compliment, mais effectivement, je le prends pour un compliment, puisque j'essaye d'être un député assez présent à Paris, où on reconnaît que je suis un député assidu, et je suis un député qui est très présent sur le terrain de ma circonscription. Donc je ne suis pas responsable de 16 pays, je représente les Français qui sont établis dans 16 pays, dont l'Allemagne, qui en fait quand même la grosse partie. Et effectivement, vous avez rappelé que j'ai 120 000, je suis élu par 120 000 concitoyens, comme tous les députés. C'est constitutionnel, hein. Chaque député doit représenter à peu près le même nombre de concitoyens. Voilà, donc je suis pèlerin dans le sens où je me déplace beaucoup et où je suis aussi, de par mes expériences antérieures, quelqu'un qui sait se déplacer, à qui ça ne fait pas peur et qui est assez bien organisé. Alors, sur ce qui se passe en Ukraine. D'abord, quand je dis que j'habite à Cracovie, je rappelle souvent que je vais vous le former sous forme d'anecdote assez simple. Quand je suis arrivé en Lituanie, j'ai pris de la littérature d'abord lituanienne écrite en polonais. On va jongler ce soir entre ce qu'est la citoyenneté, ce qu'est la nationalité. Après, j'ai lu de l'histoire de la Lituanie écrite par des Lituaniens. Puis après, j'ai découvert des historiens yiddish, des historiens juifs. Et 3 fois, j'ai eu la même phrase. Il existe un pays qui n'a pas toujours été dessiné sur les cartes d'Europe, qui s'étendait de la mer Baltique à la mer Noire et dont la capitale était Vilnius. Et ce pays, alors, pour les Polonais, c'est la Pologne. Et c'est exactement la même définition. Hein. Pour les Lituaniens, c'est la Lituanie. Et pour les, je dis yiddish, c'est-à-dire pour la culture yiddish, c'est le Yiddishland. Effectivement, quand je parle de cette région, je parle d'une région. Évidemment, aujourd'hui, il y a des pays, il y en a toujours eu, il y a des nationalités, des citoyennetés différentes, mais il y a une région qui a une très forte conscience de cette histoire. Je dis parfois que l'expérience européenne sur laquelle je vais revenir, que nous vivons ici, dans cette maison particulièrement, n'est pas née après la guerre, n'est pas une réponse qui est née après la guerre de rien. Elle vient de très loin. Il y a eu ce que j'appelle des proto-Unions européennes qui réglaient ce problème de nationalité, à savoir est-ce que je peux travailler avec mon ennemi héréditaire ? C'est ça la question qui est posée. Ou est-ce que je dois le réduire ? Est-ce que je dois lui casser la figure, lui faire apprendre ma langue et être le chef ? Ou est-ce que je peux travailler avec quelqu'un qui est insupportable, qui parle une langue que je ne comprends pas, qui mange des choses que je n'ai pas envie de manger ? La question est là. Et l'Union européenne qui a essayé de régler ça après les drames du XXe siècle n'était pas la première. Il y a quelque chose dans cette région, donc de la mer Baltique à la mer Noire, qui s'est appelé, et pas pendant 2 ans, hein, pendant 4 siècles, qui s'est appelé la République des 2 nations. C'est un joli mot, quand même, quand on y réfléchit. Et c'est quelque chose qui marchait très bien. C'était une structure juridique, une structure administrative assez complexe, mais qui a marché et qui a permis
de faire travailler des gens qui ne parlaient pas la même langue, qui parfois se haïssaient, voilà, avec tout ce que ça peut comprendre, mais qui ont réussi à gérer cet espace. Donc, quand on s'inscrit, quand on essaie de comprendre la manière dont je vis ce conflit aujourd'hui, c'est dans ma région. Donc, quand je dis que je suis en zone de guerre, évidemment, je parle de Cracovie, voilà, j'ai dormi dans le canapé pendant plusieurs mois, puisqu'il fallait faire de la place aux réfugiés, mais je pense aussi que je pense de la mer Baltique à la mer Noire, voilà, en permanence. Alors ça se coupe évidemment avec toute l'expérience que vous avez rappelée. Il se trouve que j'ai travaillé à Lugansk, moi, donc c'est avant 2014 bien sûr. Donc voilà, c'est des régions aussi que je connais, que j'aime beaucoup et que je connais très bien. Cette guerre, je l'ai dit le 24 février en hémicycle, ce n'est pas la guerre des gentils contre les méchants. Voilà. D'abord, quand on habite à Cracovie, on a tendance à hésiter avant de dire qu'un Ukrainien est vraiment un gentil. Voilà. Historiquement. Hein, voilà. Donc ce n'est pas notre guerre, parce qu'il faut défendre des gentils qui sont attaqués par des méchants. Par contre, c'est une guerre de modèle clair, annoncé. Ça fait 2 ans qu'on comprend que c'est ça qui est en jeu. Si vous avez le temps, vous googlez Grand continent, discours de Poutine, juillet 2021, et vous verrez ce qu'il raconte à ce moment-là. Nous avons la confrontation entre le modèle dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un modèle de coopération avec son ennemi, dans lequel le franco-allemand est leader, non pas uniquement parce que nous sommes des gros pays, etc., mais est leader parce que c'est cette idée que nous avons eue au départ. Et je le rappelle souvent aux jeunes générations, cette idée de la création de la communauté européenne, ce n'est pas un accord international où on s'est invité, viens voir, on va boire un coup, on va essayer de faire quelque chose ensemble. Quand on crée la communauté européenne, la Sarre est française. Le Bade-Württemberg, ce n'est pas l'Allemagne, c'est une zone d'occupation où les Français débarquent, et pas que les militaires. C'est des conflits dans la rue. Du Speck Französen. T'es un Français, mais t'es un Français du lard. C'est-à-dire que tu veux rester Français parce qu'en France, on mange. Mais en fait, t'es un vrai Allemand. Et c'est conflictuel. C'est pas le Donbass, mais c'est conflictuel. Et c'est à ce moment-là qu'on crée l'Union européenne. Une espèce de contre-pied génial. Donc, l'Union européenne, c'est une méthode permanente de médiation entre ennemis. Ce n'est pas un truc qui doit aller de source, ce n'est pas un truc tout simple. Et il faut se le rappeler, cette histoire. Il faut se la rappeler en permanence. Et de l'autre côté, on a un modèle qui dit, écoutez, sur ce territoire, vos ancêtres, ils ont parlé russe pendant un moment, hein, ou alors vous parlez russe, ou alors sur ce territoire, on va parler russe bientôt parce que je vais amener du monde et je vais m'occuper des enfants. Donc c'est moi le chef. C'est le modèle impérialiste. Il n'a pas été inventé par Poutine. Hein. Ça fait depuis Catherine II que c'est ça. Hein. Il faut comprendre qu'on est dans cette confrontation. Alors c'est une confrontation qui peut être pacifique, raisonnée, puis c'est une confrontation qui parfois débouche sur du conflit militaire. Voilà pourquoi cette guerre n'est pas une guerre dans laquelle la France est engagée, mais c'est une confrontation qui nous concerne. C'est une confrontation qui nous concerne. Nous ne pouvons pas laisser dire que la seule manière, quand on ne parle pas la même langue, quand on n'est pas d'accord, quand on a des intérêts divergents, quand on ne s'aime pas, que la seule manière de régler le problème, c'est de se taper dessus et de voir qui est le plus fort. Ce n'est pas notre modèle, c'est comme ça. Et ça, il faut le défendre, parce qu'aujourd'hui, j'aime bien cette expression, parce que les gens disent, oui, la démocratie est attaquée, l'Europe est attaquée. Moi, je préfère utiliser le terme de détricotage. Voilà. C'est un terme que je préfère, parce que quand j'ai un trou dans mon pull, je peux faire comme s'il n'y avait rien. Mais non, maman, c'est rien, j'ai un petit trou dans mon pull. N'empêche qu'à partir du trou dans le pull, je peux ramener tout le pull, et je peux l'enlever, le détricoter complètement. Et c'est pour ça qu'on doit avoir un effort de vigilance sur ces sujets-là. Alors, c'est des grands mots. Eh bien, ce qui est intéressant aussi, et ça va être une deuxième partie de cette première intervention, que je vais essayer de faire très courte, c'est des grands mots. Vous savez que quand on est européen, certains nous traitent d'européistes. Hein, nous sommes dans des conflits durs quand on est député. On est exposé, j'ai été menacé de mort, moi, voilà, pour ces sujets-là. Hein, voilà. Donc, on nous dit c'est des grands mots, la démocratie, vos trucs, c'est des grands mots. Après tout, Poutine, il est élu aussi, etc. Eh bien là,
l'expression de cette confrontation à travers la guerre qui est en Ukraine nous donne des exemples concrets de ce qu'on veut dire. Des exemples extrêmement concrets. La langue. J'ai parlé tout à l'heure. La langue. Enfin, nous, on s'est mis dans la tête d'avoir 24 langues. Je le dis souvent, 5 alphabets quand même. Et quand je dis 5 alphabets, je suis gentil, parce que si je commence à compter vraiment, je pourrais dire que voilà, il y en a plus. Et on dit, c'est officiel. Quand on fait un acte, on le traduit en 24 langues. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui dit non, il n'y a qu'une langue. Et si jamais vous nous empêchez de parler cette langue, ou on a l'impression que vous allez nous empêcher que vous parlez cette langue, on sort les canons. Je vous rappelle quelque chose qui a été très très peu vu dans les journaux à l'Ouest. Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, dans une conférence qui n'avait pas lieu en Europe, donc les gens sont passés un peu à côté, a justifié l'agression en avril ou en mai, je n'ai plus la date exacte, a justifié l'agression du 24 février en expliquant « Mais enfin, supposez que les Wallons aient un problème avec les Flamands, mais tout le monde comprendrait que la France prenne les armes pour aller défendre la minorité française en Belgique. » Il a dit ça. Ça nous fait sourire, mais il le croit. Donc voilà, premier exemple, la langue. Est-ce que je reconnais la langue de l'autre ? Est-ce que je l'apprends ? Est-ce que je signe l'accord dont on va fêter le 60e anniversaire dimanche prochain ? Est-ce que je signe que je m'engage avec mon ennemi héréditaire, que mes enfants vont apprendre ta langue et que tes enfants vont apprendre ma langue ? Ou est-ce que je dis, je prends tes gamins dans des bus et je les envoie en Russie pour qu'ils apprennent le vrai russe ? C'est ça le conflit. Je vous rappelle qu'au moment où Kherson, à la rentrée scolaire, donc 1 mois et demi avant que Kherson ne commence à être repris, les Russes ont énormément de difficultés à amener du matériel à Kherson, à amener des hommes. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à amener à Kherson et dans toute la région ? Le nouveau livre d'histoire écrit en russe qui s'appelle, pour la rentrée scolaire, dans toutes les écoles, le livre d'histoire qui venait de Moscou, qui venait de Russie, qui s'appelait Donbass, cœur de la Russie. Parce qu'il fallait qu'il soit là à la rentrée. Ça, ils ont réussi. Logistiquement, c'est un signe énorme de ce que j'essaie d'exprimer. Donc, premier exemple concret, la langue. Deuxième exemple concret, qu'est-ce que l'histoire fait dans notre nation ? Comment je travaille l'histoire ? Et là, on a un affrontement entre un modèle où l'histoire est une narration des mythes au service du gouvernement, au service d'une politique. Voilà, j'explique que, oui, le Donbass, c'est le cœur de la Russie. Bon, ça, c'est... Voilà. Ou alors, comme dans notre cas, l'histoire est lieu aussi de conflits qu'on essaye de maîtriser. L'histoire est lieu de recherche. L'histoire est lieu de commission, comme on vient de faire avec l'Algérie, où on essaie de dépasser le fait qu'on a des historiens qui ne sont pas d'accord. Et le plus bel exemple, qui est très peu connu et que je m'excuse de vous imposer, mais je crois que c'est important. Au moment de 90, au moment de la chute du mur, nous aurions dû avoir des conflits terribles entre la Lituanie et la Pologne et l'Ukraine. Des conflits de territoire, de frontières. Lviv, pour un Polonais, même aujourd'hui encore, c'est polonais. C'est polonais, et c'est les Soviétiques qui nous l'ont piqué. Vilnius, c'était notre capitale. Vilnius, d'abord, ça n'existe pas, c'est Vilno. Voilà. C'est ça qui était dans 80% de la population polonaise en 90. Si on avait eu un gouvernement un peu populiste, il pouvait faire passer des idées comme ça. Et qu'est-ce qui l'a empêché ? Ce qui l'a empêché, et la France peut en être fière, c'est que nous avons hébergé en France un mouvement depuis les années 70 d'exilés qui s'appelait Kultura, qui était un mouvement d'intellectuels qui ont prévu ça, qui l'ont anticipé et qui ont donné le premier ministre des Affaires étrangères de la Pologne après la chute du mur, Skubiszewski. On devrait lui faire c'est un gars qui n'est absolument pas connu, mais qui a maintenu, parce qu'immédiatement, il est rentré avec ces pays qui étaient dans le même chaos qu'eux, alors qu'il avait une population qui l'encourageait plutôt à dire il faut récupérer Lviv, il faut récupérer Vilno. Eh bien, il a réussi à rentrer dans quelque chose qui se projetait dans l'avenir, qui était de la réconciliation. Voilà, donc, deuxième exemple précis, l'histoire. Aujourd'hui, si vous lisez les déclarations de Poutine sur l'histoire, c'est historiquement, même pour les Russes, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, voilà. Enfin, dire que la Crimée est russe depuis toujours, ça
ça fait un peu râler Erdogan quand même. Voilà. Puis voilà, on manipule l'histoire, on manipule ce qui s'est passé. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième exemple. Troisième exemple, très concret. Qui se bat ? Qui se bat ? Qui a la légitimité pour être soldat dans un modèle et dans l'autre ? Dans nos modèles, quand on est soldat, on est d'abord citoyen. On a une arme, on nous confie une arme, on s'engage, mais on s'engage parce qu'on est citoyen, d'abord et avant tout. Aujourd'hui, qui se bat en Ukraine ? Des prisonniers qui ont été libérés après avoir fait des horreurs pour pouvoir se battre, des mercenaires. Wagner est une armée de mercenaires. Wagner est en train d'abandonner un peu Bakhmout et de venir à Soledar, parce qu'à Soledar, il y a des mines de sel. Voilà, alors ils disent c'est une grande manœuvre, on travaille, c'est une grande victoire stratégique. Oui, c'est une grande victoire stratégique, ça veut dire que dans une semaine, dans 2 semaines, les prisonniers à qui on a dit qu'ils étaient soldats, ils vont descendre au fond de la mine, ils vont sortir les choses qu'il y a truc, et on va commencer à vendre. Et ça va être vendu par le chef militaire, exactement comme en Afrique. Ça, c'est un sujet qui est un sujet de différence fondamentale. Je ne veux pas que mes enfants vivent dans un monde où l'armée, c'est une espèce de négociation entre les gens qui veulent en vivre et qu'on laisse faire un petit peu ce qu'ils veulent. Voilà, un dernier mot, une dernière différence qui est pour moi très émouvante et très importante. On dit souvent que la nation ukrainienne, toutes langues confondues, même les russophones, après l'agression, se sont regroupés autour de leur nation et de leur citoyenneté, justement. Et je trouve, moi, et j'ai constaté au cours des voyages que j'ai fait là-bas et des rencontres que j'ai eues avec mes homologues et les collectivités territoriales sur place, que ce qui est aussi extraordinaire, c'est que les Ukrainiens se sont regroupés autour de leurs institutions démocratiques. Et pas seulement la présidence de Zelensky, la présidence de la République, les mairies, les collectivités territoriales, les députés. La Rada fait un travail extraordinaire. La Rada n'a pas arrêté de travailler. Quand j'y suis allé plusieurs fois, moi, pour travailler avec mes collègues ukrainiens, on bosse, on travaille. Ils sont là et ils sont députés et ils ne l'ont jamais autant été que depuis l'agression. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de compréhension que ces institutions qui étaient un peu fragiles, qui sont toujours fragiles dans ces pays, c'est des pays corrompus, c'est des pays où la démocratie et les institutions démocratiques ont du mal à se mettre en place. Mais cette agression les a regroupés et une majorité de gens maintenant en Ukraine comprend l'intérêt. Je suppose que dans le témoignage suivant, on l'aura aussi. Les maires ukrainiens sont des gens, je trouve maintenant en face de moi des gens qui sont comme les maires des villages qu'on connaît et des petites villes qu'on connaît, des gens engagés, des gens qui travaillent, des gens qui ont envie de porter quelque chose qui les dépasse. Et pas des gens qui sont là parce que ça fait bien et que c'est des notables locaux. Voilà ce que je voulais dire en introduction et j'ai pas voulu faire un exposé complet, j'ai voulu plutôt lancer des angles de vue que je peux apporter. Je peux répondre à des questions beaucoup plus académiques s'il y en a, je peux répondre à des questions plus personnelles et je vous laisse la parole, Monsieur le Président. Merci à vous. Écoutez, moi je n'ai pas grand-chose à dire. Moi je suis simplement le modérateur et l'accompagnateur. Je connais un peu la Pologne, vous le savez très bien, mais l'Ukraine non. J'ai une connaissance de la relation entre les Polonais et les Russes qui date, je dirais, il y a très longtemps. Et il faut savoir, et c'est pour ça que le fait de rappeler que l'Ukraine et la Pologne n'ont pas toujours été en bons termes, que l'Ukraine et la Russie non plus, je dis toujours que les peuples ont une mémoire beaucoup plus longue que nous, individuels. C'est-à-dire que vous allez retrouver 2, 3 générations plus tard des problématiques qui viennent de l'histoire, pour lesquelles chacun a évacué un peu, je dirais, cette histoire-là parce que c'était le grand-père, c'était l'arrière-grand-père, mais que finalement, pour chacun des peuples, ça reste prégnant. Vous avez plusieurs exemples dans ce cadre-là. C'est, je dirais, la relation qu'on a que la Pologne peut avoir justement avec la Russie.
ça c'est pour la petite histoire, j'avais en 1989, puisque j'allais très souvent en Pologne et dans la famille, un cousin qui me disait, écoutez, vous les Français, vous ne savez pas discuter avec un Russe. Alors aujourd'hui, je ne dirais pas les Russes, je dirais plutôt le gouvernement russe. Mais disons, il me disait ça à l'époque. Pour pouvoir discuter avec un Russe, c'est pas compliqué. Il faut lui envoyer un uppercut, il va s'allonger par terre et à ce moment-là, il va dire, ok, d'accord, on peut commencer à discuter. Et c'est cette problématique-là que moi je ressens aussi quand l'on dit, et ça vous pourrez donner, je dirais, votre avis, monsieur le député, c'est quand on dit qu'il ne faut pas humilier la Russie. Il ne faut peut-être pas humilier les Russes, mais il y a une grande différence entre le peuple russe qui actuellement est exploité globalement par son président tsar et le gouvernement russe qui est le champion de la désinformation toute catégorie. Vous avez vu dans ce que on vous a mis au départ, il y a allé sur Arte TV, Fake News Russie, c'est fantastique, quoi. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut dire des choses telles que sur tout le monde, M. Olaf Scholz a exactement le même comportement que Hitler. Et on le montre par la gestuelle. Les Scandinaves sont des gens qui sont des pédos, je ne sais pas si on peut dire pédos ou zoophiles, si vous voulez, mais c'est d'une abjection extraordinaire. Je veux dire, on ne se rend pas compte, on est, nous, des bisounours à côté. Et donc, il faut prendre conscience de ça. Et il faut faire très attention à ce que nos extrêmes ici ne nous disent pas, mais non, finalement, M. Poutine, c'est pas si mal que ça. Et puis, globalement, c'est peut-être vers là qu'il faut aller. Et puis, il faut un peu plus d'ordre, etc. Oui, bien sûr, la démocratie, c'est un peu du désordre. C'est vrai. Mais quelque part, c'est bien comme ça qu'on peut vivre libre. Donc, aujourd'hui, vous nous avez parlé, et je vous en remercie beaucoup, donc, de ce que vous savez, de ce que vous comprenez, je dirais, de cette thématique ou cette problématique ukraino-russe. Je voudrais bien appeler à la table mon ami, puisque c'est un ami, Karl Durand, puisque lui, il a vécu ça, on va dire, de l'intérieur, dans un mouvement qui est un mouvement qui part de la Pologne vers l'Ukraine, mais auquel se sont rattachées les communes françaises qui apportent des soutiens aux communes polonaises pour qu'elles puissent elles-mêmes apporter des soutiens aux communes russes. Je rappelle quand même quelque chose, parce que c'est quand même important. En Pologne, en 2019, c'est-à-dire avant tout ce que nous connaissons aujourd'hui, il y avait quand même un peu plus d'1 million d'Ukrainiens qui travaillaient en Pologne. J'en ai connu via des amis, etc. Ce sont des gens qui, très souvent, travaillaient dans ce qu'on appelle l'économie grise, dans les aides familiales, etc., etc. Voilà. En 2022, la Pologne a accueilli à elle seule 6 réfugiés sur 10 venant d'Ukraine. Et ça, c'est le Haut Commissariat des Nations Unies qui le dit. Donc, à peu près 2 millions de personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la Pologne a à peu près 38 millions d'habitants. Nous, en France, on est, pour faire rapide, on est le double. Qu'est-ce qui se passerait en France si on avait 4 millions de personnes qui débarquaient chez nous en l'espace de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois? Et ce qui s'est passé en Pologne, et ce qui se passe aussi dans les pays avoisinants, c'est que ce n'est pas le gouvernement qui a fait en sorte que les Ukrainiens soient accueillis, c'est toute la population. C'est toute la population. Et cette population, elle est pro-ukrainienne aussi. Et en revenant sur votre rappel de l'histoire, pourquoi est-ce que les Polonais sont proches des Ukrainiens? Eh bien, parce que les Ukrainiens sont contre, pour ne pas dire aujourd'hui ennemis de la Russie, et que les Polonais sont contre, pour ne pas dire ennemis de la Russie. Et donc, en termes stratégiques, on dit l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Je pense qu'à partir de là, on créera d'autres choses, il y aura d'autres liens qui vont se faire, on oubliera un peu, je dirais, les contentieux polono-ukrainiens qui ne sont pas minces. Mais donc, Karl, si tu veux bien venir ici et parler peut-être plus intelligemment que moi de la situation, de ce que tu as pu connaître, pu voir en Pologne. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et bonsoir à tous. Dans la continuité de ce que vous venez de dire tous les deux,
C'est vrai que quand on se remet dans le contexte du 24 février 2022, on était en train de cauchemarder à des choses qu'on voyait à la télé, qu'on écoutait à la radio. Enfin, voilà, on se demandait si on n'était pas en plein cauchemar. Et concrètement, du coup, c'était très rapidement, c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment peut-on aider cette population qui, comme tu le rappelais tout de suite, commençait à partir de régions qui étaient totalement envahies et totalement bombardées. Donc nous, comme beaucoup de comités de jumelage. Moi, je parle du comité de jumelage de Breteuil. On est, comme tu le rappelais, on est jumelé avec une ville polonaise depuis plus de 25 ans. Donc, il semblait naturel que, n'ayant aucune attache en Ukraine, mais sachant que la Pologne accueillait des centaines de milliers d'Ukrainiens de manière très très rapide. On se remet le 24 février, dès le 5 mars. Le 5 mars, j'ai beaucoup de contacts avec mes homologues, fin février, début mars, avec mes homologues de Pologne. Et par centaines, par milliers, ça arrive dans toutes les villes, tous les villages. Nous, on est jumelés avec une ville qui a dans la voïvodie de la Grande Pologne, donc à l'ouest de la Pologne, donc assez loin de la frontière ukrainienne. Et pourtant, c'est des centaines de personnes qui sont déjà arrivées, beaucoup d'enfants et beaucoup de mamans qui sont déjà arrivés dans cette ville, une ville moyenne de 8000 habitants à peu près, qui accueille déjà entre 400 et 500 personnes au bout de quelques jours. Avec les possibilités qu'ont ces communes, c'est-à-dire des salles polyvalentes, des salles communales, des gymnases, des écoles, pour essayer d'accueillir au moins, pour héberger et nourrir ces personnes qui arrivent et qui n'ont absolument rien, si ce n'est qu'un sac de vêtements pour tout et pour tout. Donc concrètement, c'était de se dire, comme beaucoup d'associations, comme beaucoup de structures, comme beaucoup de mes collègues des comités de jumelage qui étaient en lien avec la Pologne, c'était de se dire, bon, on ne peut pas directement, mais on peut agir, nous, de manière indirecte. Et comment peut-on faire ? Donc, du coup, ça a été aussi recenser tous les besoins locaux en Pologne. Et donc, c'était... après, tout ce qui a été mis en place par la sécurité civile, c'était donc des collectes, l'acheminement, et voilà, donc beaucoup d'initiatives locales, les Vilaines, mais voilà, toute la France avait manifesté beaucoup d'initiatives. Et donc nous, c'était concrètement comment peut-on faire pour aider la ville qui est jumelée avec nous, et sachant que c'était comme tu disais, une submersion par rapport à beaucoup de gens qui arrivaient dans une petite ville qui n'était pas du tout en capacité de pouvoir au moins aider dignement et correctement toutes les personnes qui arrivaient. Donc du coup, il avait été avec un ami polonais et la maire de ma commune. On a décidé de partir du coup en Pologne, de collecter, de remplir tout un camion et de partir donc le 9 mars. On est parti du 9 au 12 mars. Parallèlement, les communautés de communes, comme vous avez rappelé, les communautés de communes ou les communes du coup avaient fait des dons, enfin des gestes financiers, on va dire, dans la communauté de communes où j'habite, c'est-à-dire 8 communes qui regroupent 26 000 habitants, Montfort Communauté. Du coup, les 8 maires des 8 communes ont décidé d'octroyer une aide exceptionnelle de 50 centimes par habitant, c'est-à-dire 13 000 euros. Donc 6 500 pour mon comité de jumelage et 6 500 pour le comité de jumelage de Montfort, qui est également en lien avec la Pologne. Et cet argent-là a transité par nos comités et a directement été affecté aux villes, à nos villes homologues polonaises. Donc vous voyez, on avait plusieurs initiatives, soit matérielles, concrètes et financières, et puis bien évidemment tous les dons des adhérents, plein de choses qui se mettaient en place, mais de manière sur beaucoup de territoires. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as vu là-bas sur place ? Parce que c'est ça qui est important. L'organisation, la structuration, ça marche, comment ça se passe ? Comment fonctionnent les structures polonaises ? Est-ce qu'elles sont dépassées ou au contraire, est-ce qu'elles gèrent bien les choses ? Ce qui était très impressionnant, quand on est arrivé en fait avec le camion, on avait roulé toute la nuit, on est arrivé un matin, on arrive dans un collège et le collège était rempli. Donc les vestiaires du collège étaient remplis de choses collectées. C'était ras-bord, foule dans tous les sens, et ça faisait donc à peine 15 jours et une logistique assez phénoménale de plein de personnes qui étaient bénévoles, de plein de personnes qui
qui avait structuré plein d'endroits. En fait, c'était un lieu de rassemblement et après, c'était dispatché sur toutes les communes environnantes. Et du coup, voilà, c'était vraiment assez impressionnant. Et donc après, nous sommes allés voir les lieux d'hébergement. En fait, les lieux d'hébergement, c'était un complexe hôtelier. Le complexe hôtelier avait carrément été réquisitionné pour pouvoir héberger en urgence surtout les mamans et les bébés, bien évidemment, qui est arrivé du coup les quelques jours auparavant. Et il n'y avait même pas de question à se poser dans le sens où ça s'était fait de manière très très naturelle. Vous l'avez dit tous les deux tout à l'heure du coup, mais comme si ça avait été des frères vis-à-vis de quelque chose qui était arrivé de manière très soudain, mais dont il n'y avait même pas à réfléchir parce que de fait c'était ça allait de soi qu'il fallait forcément aider, il fallait mettre le maximum de choses à disposition. Pour avoir échangé avec le maire, bien évidemment, et le président du conseil municipal, quand on se remet dans le contexte de début mars, c'était les communes qui avaient, de par leur initiative, totalement mis à disposition leur matériel, leur salle, en ayant à cette date aucun financement de l'État polonais. C'était vraiment des initiatives de collectivités locales et territoriales, et hors de question de ne pas nourrir, de ne pas héberger, de ne pas prévoir telle ou telle chose pour les gens qui arrivaient. Et qu'il n'était pas question d'attendre que l'État polonais mette en marche toute une mécanique pour pouvoir soutenir financièrement ce qui a été fait après. Mais du coup, là, on est dans les 15 jours, 3 semaines après le fin février. Donc, et c'était moi, j'ai vu dans la commune où je suis allé, du coup, en effet, il y avait 400-500 personnes pour une commune qui en a 8000, vous imaginez bien, dans des structures, et c'était voilà, avec un bénévolat impressionnant. Ok, merci. C'était juste donc témoignage, de vécu et qui complète de ce que nous a dit Monsieur Frédéric Petit. Donc maintenant, si vous le voulez bien, parce que je pense que vous êtes là aussi pour ça, c'est si vous avez des questions, et à mon avis, il ne devrait y en avoir, des questions à poser à Monsieur Frédéric Petit, eh bien, n'hésitez pas. Magali, est-ce que vous êtes par là pour distribuer, ou Marie-Caroline, pour distribuer ce qu'on va faire, on va prendre 2 ou 3 questions à la fois, et après, Monsieur Frédéric Petit répondra. Alors, ce que je vous demande surtout, c'est vous poser des questions, et parce que je le connais, puisqu'on l'a vécu avant, vous ne racontez pas votre vie. Vous posez des questions à Monsieur le député. Moi, je voudrais, Jeanne-Françoise Hutin, je voudrais, c'est pas une question, mais c'est à la suite de votre témoignage, monsieur, je voudrais dire que je voudrais remercier les comités de jumelage. Parce que je sais qu'Ouest France a fait une collecte. Et que cette collecte, elle a abouti dans des villes ukrainiennes. Comment ? En passant par les comités de jumelage polonais, ukrainiens. Et c'est ainsi que cet argent que les lecteurs du journal ont envoyé a pu arriver directement pour des actions concrètes sur le territoire. Et là, c'est une occasion pour moi de saluer l'importance des comités de jumelage qui fait que par ces réseaux-là, qui ne sont pas du tout administratifs, c'est du bénévolat. Par ces réseaux-là, beaucoup d'aides ont été apportées directement des personnes de Bretagne jusqu'en Ukraine, mais grâce à la Pologne et au comité de jumelage, enfin, Ille-et-Vilaine, Pologne, Ukraine. Donc, merci au comité de jumelage. Oui, bonsoir. J'avais donc une question pour vous, Monsieur Petit. Au vu de la connaissance que vous avez de cette région d'une part, des événements récents et un peu plus récents, comment imaginez-vous on va dire à moyen terme, l'évolution du conflit ? Il ne fait aucun doute que la Russie doit être défaite. Le régime de Poutine doit être défait. Et dans l'évolution probable que vous envisagez, quelles sont à la fois les sources d'espoir et aussi ce qui doit être redouté. Merci. Oui, je voulais juste vous demander ce que vous pensiez non pas du bien fondé, mais de l'efficacité des sanctions du monde occidental. Et je l'illustre par 3 chiffres. Avant l'invasion, 100 roubles équivalait à 1,3 €. Juste après l'invasion, c'était le rouble s'est cassé la figure. Et avec 100 roubles, vous alliez moins de 0,7 €. Et actuellement, avec 100 roubles, aujourd'hui, vous avez 1,4 €. Donc, c'est un paramètre, mais j'ai quelques doutes sur l'efficacité des sanctions.
Ah ben alors allez-y. Oui, j'écoute des groupes de musique russe, un groupe qui s'appelle Icepeak et qui depuis 10 ans fait des chansons sur la militarisation de la Russie et les violences faites aux femmes, donc un groupe progressiste en Russie, qui s'est fait annuler du coup toutes ses dates de tournée en Europe suite aux sanctions. Et je suis aussi fan de tennis et les joueurs de tennis russes se sont vus, pour le grand exemple, c'est Wimbledon où ils n'avaient pas le droit de participer au tournoi l'an dernier, et il y a eu pas mal d'autres tournois où ils étaient persona non grata. Et en fait, je vois pas en quoi diviser les peuples et créer de l'injustice va gêner Poutine et son état-major, même pour l'Eurovision par exemple, où ils étaient bannis. Très bien, merci pour toutes ces questions. Je vais essayer de répondre d'abord. Donc j'ai 4 questions. J'ai une question 0 à laquelle je voudrais répondre, qui est humilier la Russie et solder l'histoire. Je crois qu'on ne solde pas l'histoire et que justement, enfin je prends ce que vous avez dit sur le fait que parfois il y a des conflits qui passent dans les générations. Je crois qu'un des grands manques de ce qui s'est passé dans les années 90, à la différence de ce qu'on a fait après la Deuxième Guerre mondiale au XXe siècle, c'est que certains pays n'ont pas fait leur devoir d'approfondir et de ne pas solder, mais d'aller poser sur la table les conflits. Vous savez que l'outil idéal de médiation, c'est la table. On l'oublie souvent. Ben, il faut poser sur la table. Et ça n'a pas été fait. Il y a des pays qui l'ont très bien fait. Je vous recommande, si vous allez en Albanie, c'est un petit pays. La Pologne l'a très mal fait avec l'IPN, on le sait bien. Je veux dire, il faut à un moment aller dire ce qu'on a fait moins bien en France qu'en Allemagne à la sortie de la guerre. Il faut aller poser nos conflits historiques et ne pas les solder en les passant sous le tapis. Et ça, c'est quelque chose... voilà, l'histoire, ça sert à ça. L'histoire, ça sert à ça. En démocratie, ça sert à ça. Ça prend du temps, c'est douloureux, mais il ne faut pas oublier les contentieux. Alors, première question, c'était pas une question, mais je vais y répondre quand même. Je voulais alerter en particulier les communes, les jumelages. J'ai été très marqué par une demande des collectivités territoriales ukrainiennes, là, pas polonaises, donc les polonaises pourraient aussi en profiter, qui m'ont dit très souvent, mais tu sais, on n'a pas que besoin d'argent. Mais moi, je me souviens de ma visite à Tchernihiv. Tchernihiv, c'est une grosse ville qui est à la frontière du Bélarus et de la Russie, qui avait été bombardée, etc. Ils doivent refaire 11 écoles. Et les ONG avec qui je parlais, les entreprises, ils disaient, mais Frédéric, l'argent, il est là, on le sait qu'il est là pour rétablir les 11 écoles. Mais notre administration municipale elle n'a jamais fait ça. Elle ne sait pas faire. Et donc, quand j'étais après avec plutôt des gouverneurs de région en Pologne sur des grandes conférences, ils ont besoin de compétences. Et je suis sûr que demain matin, de la même manière qu'on a trouvé avec de la générosité dans les jumelages de l'argent, on trouvera, je suis sûr que si on lance des appels, il y aura 10 candidats pour une place, pour que des fonctionnaires territoriaux acceptent, en continuant évidemment à être payés ici, acceptent d'aller passer quelques mois pour aider en équipe des collectivités territoriales qui ne connaissent pas ce travail. Voilà. Et c'est comme ça aussi qu'on luttera contre la corruption qui est un peu endémique. Donc voilà, première remarque sur votre question qui n'en était pas une. Je finirai par évolution du conflit. Je vais d'abord parler des sanctions. Je suis assez d'accord sur les sanctions culturelles. Voilà, déprogrammer Tchaïkovski de l'opéra de Vilnius, je ne vois pas l'intérêt, parce que ce n'était pas un orchestre russe là qui devait passer. Donc voilà, il faut. Voilà. Après, on est dans de l'humain, on est dans de la pâte humaine. Il faut toujours penser. C'est facile de dire quand on est chez soi, de dire ça sert à rien ou c'est utile. Voilà, il y a des réflexes qui sont des réflexes, oui, qui disent oui, c'est. On va punir ou on va sanctionner. Mais je crois que le rapport entre le peuple russe et les peuples environnants est généralement un bon rapport culturel. C'est un bon rapport culturel. La littérature russe est très critique d'elle-même. Ils sont capables de faire ça. C'est un problème qui n'est voilà. Pour moi, on ne règle rien dans les sanctions. Dans les sanctions que j'appelle culturelles, c'est pas évidemment des sanctions, mais dans cette espèce d'ostracisme, mais ça correspond quand même à quelque chose qu'il fallait peut-être faire
pour des raisons psychologiques. La politique, et c'est aussi des raisons psychologiques. Donc voilà, si un tennisman russe avait gagné la prime de victoire à Wimbledon l'an dernier, je ne sais pas si ça serait très très bien passé, et c'est un peu normal. Voilà, donc sur le fond, je suis d'accord que c'est pas très utile. Voilà. Par contre, les sanctions économiques sont utiles. On n'en parle pas, il y a beaucoup de gens qui les critiquent. La Russie est à genoux aujourd'hui. Il faut le savoir. Voilà. Alors le rouble, évidemment, le rouble est remonté parce que quand on utilise un rouble, c'est pour acheter du gaz et qu'on n'a pas le choix. C'est le seul moment où on va le faire. Mais l'économie russe souffre de ces sanctions et souffre depuis le premier jour et souffre depuis 2014, quoi qu'on en raconte. Voilà. Après, et je viens à la deuxième question et je réponds en troisième. Ce qui me fait très peur aujourd'hui, je vais vous surprendre, ce qui me fait très peur aujourd'hui, c'est le chaos en Russie. Voilà. On ne sera pas en paix si la maison du voisin flambe. Voilà. Et aujourd'hui, il y a quelque chose, on a parlé de nationalité tout à l'heure, on dit les Russes. Ce n'est pas les Russes qui agressent. Je vous rappelle qu'il n'y a pas beaucoup de Russes sur le champ de bataille aujourd'hui. C'est la Fédération de Russie. Et la Fédération de Russie, il y a des Slaves et il y a des non-Slaves. Voilà. Et dans les 7 premiers mois de la guerre, c'est pas les militaires, ils venaient pas de Moscou, de Saint-Pétersbourg, etc. Un peu d'Ekaterinbourg, parce que c'est des gens qu'on n'aime pas trop, c'est des Slaves, mais c'est la région un peu yeltsinienne, c'est la région un peu débrouillarde. Voilà. Mais il y a des fractures à l'intérieur de la société de la Fédération de Russie qui sont il y a des musulmans, c'est des musulmans qui meurent aujourd'hui. C'est les Tchétchènes, c'est les prisonniers. Donc je me dis, si jamais on va vers un chaos, voilà quelque chose que j'envisage très concrètement, pour prendre des exemples très concrets, pour ne pas faire que des grands mots. Moi, j'envisage qu'on pourrait très bien avoir, au cours de l'année 2023, une dispersion des foyers. Je parlais tout à l'heure de Wagner à Soledar. Donc on a une entreprise militaire de mercenaires qui se payent sur la bête et qui a le droit, à qui la Russie autorise à se payer sur la bête dans certains pays, au Mali, dans d'autres pays d'Afrique, et qui là vient de prendre une mine. Voilà. Ils ont perdu parfois 90% de certains de leurs régiments pendant des attaques stupides. Et là, ils ont une mine maintenant, ces gens-là, dans une zone qui va être sans doute très longtemps une zone grise. Eh bien, je me dis, et si ce genre de coin, ce genre de force, un gars qui est plutôt un critique de Poutine, voilà, eh ben, on pourrait avoir une multiplication des foyers sur des choses qu'on ne pourra pas régler ensemble. C'est-à-dire, on pourra avoir un accord de paix, et puis lui, ils disent, bah oui, vous avez un accord de paix, mais moi, maintenant, c'est toujours ma mine, et elle est surveillée par mes militaires, et je vends ce que j'extrais pour moi-même. Et donc, on peut avoir, même chose avec Kadyrov. Kadyrov, c'est le chef tchétchène, donc c'est des musulmans. Voilà, des musulmans qui ont été bombardés, qui ont été le dommage collatéraux de l'arrivée de Poutine au pouvoir en 2000. Et ben, quand Kadyrov dit oui, je mobilise, chef, je mobilise, mais je les envoie pas tout de suite en Ukraine, ben, ça veut dire qu'il est en train de faire une armée, peut-être pas fanatique, mais une armée extrêmement motivée pour les Tchétchènes, pour des musulmans. Voilà, et il commence à avoir des débats sur le rôle de est-ce que c'est à un musulman d'aller mourir pour défendre quand Kirill dit, quand le grand métropolite dit il faut aller mourir pour Dieu et la Russie. Bon, il y a quand même des gens qui sont sur le terrain qui disent mais attendez, nous on est musulmans, c'est peut-être pas nous. Je vous rappelle quand même, c'est des choses qui n'ont pas été dites en France, mais en novembre, je crois, ou en octobre, au moment de la première vague de mobilisation, quand il y avait un camp d'entraînement en Russie, donc c'était un camp d'entraînement avec des jeunes qui arrivaient, qu'il fallait former à manier les armes, etc. Il y a eu une dispute religieuse, sur fond religieux. Il y a un sergent un peu aviné, slave, qui a fait une mauvaise blague sur un musulman. Voilà. 15 morts, 28 blessés. Entre eux. 15 morts, 28 blessés. Et c'est la presse russe qui le raconte. Voilà, donc ces fractures-là, moi, ça m'effraie. Ça m'effraie pas parce que
Je ne suis pas content que l'adversaire ou que l'ennemi, etc. Mais je me dis, mais si on arrive dans ce genre de truc qui devient une espèce de kaléidoscope de pouvoir et de choses, on n'aura même plus avec qui discuter, quoi. Voilà. Donc, c'est plutôt ça mon inquiétude. Alors, l'évolution du conflit, je ne suis pas devin. Manifestement, je ne crois pas trop à l'arme nucléaire, parce que l'utilisation de l'arme nucléaire pour la Russie, qui serait une arme nucléaire tactique, nécessiterait une armée extrêmement bien entraînée et qui sait se battre derrière l'arme nucléaire. Et aujourd'hui, non seulement ils savent pas le faire, c'est très compliqué d'utiliser l'arme nucléaire tactique. Hein. Et ça demande aussi de l'équipement qu'ils n'ont pas et qu'ils ne sont pas prêts d'avoir. Donc, j'y crois pas trop. Par contre, on peut avoir quelque chose qui ressemblera à un conflit, pas gelé, je pense, mais à un conflit de position assez long dans ces territoires. Je crois qu'on arrivera à une solution longue et que la solution pacifique et constructive sera de toute façon une solution longue. Voilà, je ne suis pas d'accord avec la différence entre Poutine et la Russie. Voilà, je le dis franchement. Voilà, il faut dire les choses quand on n'est pas d'accord. Non, mais je veux dire, c'est pas un hasard si Poutine est là. C'est pas un hasard si Poutine est là et il a. Alors c'est pas un soutien, il a des critiques, mais je crois qu'il y a quelque chose dans une partie de la tradition, surtout slave, mais qui est liée à l'histoire du communisme et à l'histoire de cette administration omniprésente, verticale, absolument pas démocratique. Hein. Je dis souvent, un autre exemple que je cite parfois quand je dis modèle contre modèle, c'est la verticalité du pouvoir. Hein. Alors nous, on nous dit que Macron, c'est une verticale du pouvoir, mais enfin, il ne faut pas rigoler, quoi. Je veux dire, les mairies, elles ont décidé toutes seules. Hein. Vous savez que depuis 2005, 4 ans après l'arrivée de Poutine a décidé que les gouverneurs de région ne seraient plus élus, qu'ils seraient nommés. Voilà. Décision, boum, pack, c'est parti, loi à la Douma, et hop, c'est fini. Donc, cette différence-là, elle fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire c'est un gouvernement, je le dirais plus en Pologne, ça, qui est un espèce de gouvernement qui surfe. Hein. En Russie, il y a quand même une population qui est aussi convaincue de ce qu'on lui raconte sur les Suédois et sur Scholz. Hein, donc c'est plus compliqué que de dire. Vous savez, on parle beaucoup de comment il s'appelle celui qui est en prison, Navalny, merci. Moi, je vote jamais pour Navalny. Hein. Je connais, je sais qui c'est. J'aurais du mal à voter pour Navalny quand même. Hein. C'est quand même donc. Il faut être prudent dans cette histoire de si Poutine s'en va, tout va aller bien. Je crois qu'il y a quelque chose qui est un modèle. C'est un modèle d'une société très homogène, culturellement, religieusement, qui sent qu'elle a besoin de cet impérialisme pour se développer, pour avancer. Voilà, autre question. Oui, attention sur les musulmans, hein, parce que la première ville qui a été rasée par Poutine, c'est Grozny, la capitale de la Tchétchénie. Et il y a un bataillon tchétchène qui combat avec l'Ukraine contre la Russie. Et là, ensuite, il y a eu Alep, il y a eu, etc., bombardé, rasé par les Russes. Alep musulmane, donc oui, non, mais je pense pas de malentendu. Vous confirmez ce que je veux dire. Quoi. Ouais, mais attention, Prigojine, c'est pas un musulman. Non, Kadyrov. Non, oui, Kadyrov, je parlais de Kadyrov. Kadyrov, il n'est pas au front. Mais, non, mais sinon, moi, ce que je voulais intervenir, c'est. Je suis d'accord, tout à fait d'accord avec ça. Tout le monde se souvient sans doute du fameux discours de Dominique de Villepin au Conseil de sécurité des Nations Unies il y a une vingtaine d'années pour s'opposer à l'intervention en Irak. Je ne sais pas si tout le monde se souvient, vous certainement, mais avant son discours, excellent, fameux, il avait fait le tour de l'Afrique. Il est allé dans des tas de capitales pour expliquer la position de la France et pour appeler à s'unir contre l'intervention américaine, et ça a été un grand succès. Moi, j'ai fait le compte, l'Occident, c'est 1 milliard à peu près d'habitants aujourd'hui. L'Europe, c'est un peu moins de 500 millions. Bon, le monde, c'est 8 milliards d'habitants. En plus, les pays émergents, ils se sont développés, etc. Et le président a dit que les peuples ont de la mémoire. Alors,
les peuples arabes, par exemple, les Palestiniens, ils se souviennent qu'il y a un demi-siècle, quand l'ONU a décidé des sanctions et a exigé par des fameuses résolutions 242 ou je ne sais pas quoi des Nations Unies, de respecter les droits des Palestiniens. Jamais ça a été appliqué et l'Occident considère que c'est très bien. On déplace même quelquefois l'ambassade dans la capitale, dans le territoire occupé, quoi. On pourrait citer beaucoup de choses, l'esclavage, on pourrait citer la guerre du Vietnam, la guerre d'Algérie, etc. Les peuples se sont dressés aujourd'hui et ils ont une mémoire. Et est-ce que vous ne croyez pas qu'il faudrait quand même un petit peu apurer, aller un peu plus loin que ce qu'on a fait et se tourner vraiment davantage, aller vraiment davantage vers les pays émergents pour faire ce front contre Poutine. Alors qu'on ne se trompe pas, moi je suis à fond pour la libération totale, la victoire totale de l'Ukraine et je suis engagé dans les mouvements d'aide aux réfugiés ukrainiens. Mais je trouve on se gargarise trop de nos valeurs. Vous avez dit qu'il faut, excusez-moi, je termine là-dessus, vous avez dit qu'il faut dépasser les conflits, que l'Europe, l'intérêt c'est qu'on dépasse les conflits, mais on a eu des conflits avec plein de peuples. Eh bien, comment fait-on pour apurer ces conflits pour qu'ils soient avec nous contre Poutine ? Ce qu'on voit en Ukraine en ce moment, c'est une mobilisation massive de la société civile et une volonté justement de quitter le modèle soviétique et russe et de revenir ou de venir vers le modèle occidental. Et est-ce que dans vos collaborations avec vos camarades parlementaires ukrainiens à la Rada, vous voyez des projets de réforme vraiment profonds pour lutter contre la corruption et se rapprocher de nos modèles ? Merci. Je trouve très intéressant votre approche par le modèle, parce qu'il a plusieurs composantes et effectivement la réalité est complexe. Vous n'avez pas tellement développé la question religieuse, vous l'avez évoqué, mais peu développé. Est-ce que ça joue dans cette confrontation des modèles ? Et également le modèle économique, qui est certainement un rôle à jouer dans cette confrontation. Puis deuxième, une petite information, la Commission européenne a effectivement des programmes d'assistance à l'Ukraine pour sa reconstruction, on va dire. Elle fait actuellement des appels à projets sur l'Ukraine, ce qui vient un peu dans le sens de ce que vous disiez par rapport aux communautés et à leur organisation. Merci, je vais prendre dans l'ordre. Alors, discours des c'est très intéressant de votre question. Je vais essayer d'expliquer pourquoi je me sens tout à fait d'accord avec vous, d'abord, dans le sens où je ne crois pas que le modèle de l'Union européenne soit achevé. Loin s'en faut. C'est-à-dire, je crois qu'on est balbutiant. Donc, on voit un peu un horizon, mais évidemment qu'il faut aller, qu'on a des problèmes avec l'Afrique, de réconciliation avec l'Afrique, de reposer un certain nombre de choses. Évidemment, on le voit. Okay, et d'ailleurs, c'est un territoire, le territoire de l'information est un territoire de guerre avec la Russie aujourd'hui en Afrique, on le voit bien. Mais c'est pas parce que la route est longue et qu'on vient juste de comprendre où elle devait mener qu'il faut pas y aller, quoi. C'est ce que je veux dire. Deuxièmement, je ne mélange pas, et là je suis très clair, je pense que quand je parle modèle Union européenne, je ne parle pas d'Occident, moi. Très clair. Hein. Moi, très souvent, je suis agressé là-dessus, je suis un suppôt de l'Amérique, etc. Il y a beaucoup de choses que j'aurais du mal à vivre aux États-Unis. Ce n'est pas mon modèle. Et il y avait un grand débat dans les années 90. Il y a eu deux grands débats dans les années 90. Un sur le langage, on a parlé tout à l'heure, quelle va être la langue de l'Europe, hein, le fait qu'on ait fait le choix d'avoir 24 langues. Et puis il y avait un débat sur, qu'on a appelé le débat sur le fédéralisme ou pas, etc., mais qui était un débat sur le melting pot. Enfin, ceux qui ont mon âge, on parlait du melting pot et qu'il y a eu et qu'on disait non, en Europe, on ne sera pas le melting pot, on sera le stew pot. Je ne sais pas si vous vous rappelez ces grands débats philosophico-culinaires. Hein, c'est-à-dire, oui, nous, on va être autre chose. Le melting pot, on ne veut pas, parce que le melting pot conduit au communautarisme. Je crois que l'Amérique souffre aujourd'hui. Je crois que l'Amérique est en danger dans son essence, dans ce qu'elle veut faire. Parce qu'elle est en bout de course de son modèle à elle. Et ce n'est pas le nôtre. C'est pas le nôtre. Donc voilà, modèle européen de l'Union européenne, ce n'est pas le modèle occidental, je fais la différence. Et deuxièmement, oui, l'Union européenne
un déficit de relations avec ses anciennes colonies, avec le Moyen-Orient. Je veux dire, ce qu'on a fait au Moyen-Orient, le Liban, c'est nous. Il faut qu'un jour on s'y mette. La Syrie, c'est quand même nous qui avons tracé les frontières. Donc là-dessus, je suis assez d'accord. Après, libération totale, oui. Il y a un repère qui peut permettre un outil de médiation pour dire allez, là on arrête, on joue pas avec les casquettes, comme on disait dans la cour de l'école. C'est la reconnaissance, la reconnaissance internationale des frontières. Là-dessus, il faut pas rigoler, quoi. Après, on peut tout faire à l'intérieur. Je vous rappelle que la Crimée, avant 2014, était plus autonome qu'aujourd'hui. La Crimée avait son parlement et son président quand ils étaient à l'intérieur de l'Ukraine. Ils avaient un accord de région extrêmement fort. Voilà, donc on peut tout faire, mais reconnaissance internationale des frontières, c'est indispensable. Sinon, on ne peut plus parler, quoi. Voilà. Deuxième question. Oui, la Rada travaille. Oui, la Rada travaille. Alors, c'est un peu simple quand vous dites ils quittent le modèle soviétique ou le modèle russe pour venir chez nous. Bon, l'Ukraine, déjà à l'intérieur de l'Union soviétique, l'Ukraine était très particulière. C'était un réservoir quand même de gens de très bons ingénieurs. Les Tupolev étaient faits à Kiev. Donc, c'est pas le modèle. Ils cherchent pas un modèle. Par contre, oui, en ce moment, par exemple, les Ukrainiens reconnaissent qu'ils sont corrompus, reconnaissent eux-mêmes. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur les besoins dans les collectivités territoriales, c'est aussi pour ça. J'ai des gens qui me disent, mais écoute, moi, si je reçois 2 millions demain matin pour réparer mes écoles, mais on enverra 1 million sur le terrain. Je sais pas faire. Donc, ils s'en sont conscients. Et il y a un énorme effort de travailler là-dessus. D'ailleurs, ils ont fait le travail qu'il fallait faire pour pouvoir être candidat. On leur a pas accordé la candidature par gentillesse. Ils ont fait le travail avant. Ils ont nommé une juridiction de la corruption, etc. Ils ont fait le travail qu'ils devaient faire, qui n'est pas encore très efficace. Mais voilà. Oui, donc il y a une très grande volonté de comment dire. Je présenterai pas ça en système de balancier, mais ils ont la volonté de s'attaquer vraiment à leurs problèmes. Et de le traiter pas uniquement en termes de nous sommes les héros, etc., mais en termes de qu'est-ce qu'il faut faire. Je rappelle quelque chose, ça peut vous intéresser à l'âge que vous semblez avoir. En 2014, à Maïdan, au moment de Maïdan, il y a eu un mouvement d'Ukrainiens qui travaillaient dans des entreprises, donc des gens qui bossaient, qui avaient des salaires comme 4 fois l'indemnité du député, et qui ont décidé d'aller aider le gouvernement qui était en fragilité dans les ministères, en disant écoutez, nous on vient travailler pour rien, mais voilà, par exemple sur le domaine des achats militaires, ils ne savaient pas acheter, donc ils sont venus aider avec leurs compétences for free. Ils ont été fonctionnaires pendant 6 mois, pendant 1 an, pour aider à l'intérieur des ministères pour venir travailler et enrichir leur pays de leurs compétences. Voilà, donc il y a manifestement quelque chose. Ma réponse est oui, très clairement. Voilà. Troisième question, la différence religieuse, je la vois pas. Voilà, mais je suis peut-être un peu. C'était vous ? Non, c'était vous, pardon. La différence religieuse, je la vois pas, mais je suis peut-être un peu. Voilà, je connais très bien les Balkans aussi. On a beaucoup parlé dans les années 90 que c'était une frontière religieuse et que c'était ça le problème. Je le vois pas. D'abord, je connais bien les religions. Voilà, il m'arrive de m'affronter sur ce terrain avec certains et je ne vois pas quelque chose qui correspondrait à un projet politique, à part dans certaines religions, mais qui sont très bien identifiées, y compris parfois la religion orthodoxe. Il y a une tentative d'instrumentalisation de l'Église russe orthodoxe contre l'Église ukrainienne orthodoxe, etc. Mais une vraie différence qui fasse que là, on ne pourra jamais, parce que de ce côté-là, il croit rouge et de ce côté-là, il croit vert, j'y crois pas trop. Je crois qu'à la fin du fin, les religions sont plutôt des choses qui permettent à des cultures différentes de reprendre la discussion. Moi, je vois pas. En tout cas, je vois pas de frontière qui définirait une frontière clairement religieuse, clairement politique ou clairement militaire. Je la vois pas, ni dans les Balkans d'ailleurs, ni dans les Balkans. Économique, oui. Économique, c'est l'un des sujets que je prends. Je n'ai pas dit tous mes exemples, mais c'est un des sujets. Voilà. Est-ce que l'économie, ça sert à travailler ensemble, même si on ne parle pas la même langue, ou est-ce que l'économie, ça sert à faire la guerre? Voilà, c'est clair, ça. Donc sur l'économie, oui, nous défendons un modèle économique, alors qu'on nous accuse sur les gauches de l'hémicycle d'être un modèle
ultra-libéral, néolibéral, il paraît que je suis une nouvelle Thatcher, etc. Mais c'est complètement aberrant. Et voilà, ça ne tient pas l'analyse. Mais effectivement, dans notre modèle, il y a la liberté d'entreprendre. Il y a une espèce de subsidiarité, la subsidiarité en politique et la liberté d'entreprendre, et qui manque aujourd'hui aux Russes. Les Russes, ce qui leur manque, pourquoi les Russes n'ont pas de recherche, etc. Parce qu'ils l'ont étouffé. Et c'est ce qui menace la Hongrie aujourd'hui. C'est aussi ce qui menace la Hongrie. C'est pour ça que la Hongrie est en train de réagir, parce que comme ils sont en Union européenne, le milieu lui-même dit attendez, maintenant ça va, quoi. Si on peut plus chercher, on trouvera rien. Hein. Voilà. Et on a là, sur tous ces domaines qui sont les domaines de l'économie au sens large du terme, des domaines où effectivement, là, il y a des différences. Vous savez, quand un des problèmes économico-environnementaux, AUX, de la Russie, c'est qu'on brûle les champs. On brûle encore les champs et on le fait. Tout le monde sait que ça sert à rien. Tout le monde sait que c'est très dangereux. Tout le monde sait que ça bouffe les sols et ça bouffe la biodiversité. Ah ouais, mais on l'a toujours fait. Hein. Tiens, bois un coup. Voilà. Écoute, faut pas nous emmerder avec ça, quoi. Voilà. Et donc on a quelque chose qui est de l'ordre de l'économie. L'économie, c'est le patron qui s'en occupe. Il nous dit ce qu'on doit faire. Le tsar, c'est ça. Alors que il me semble que dans notre modèle européen, sans qu'on soit complètement achevé, hein, il manque la solidarité, il manque des tas de choses qu'il faut qu'on fasse encore. Mais pour nous, l'économie est un moyen, est un des dialogues de l'homme, quoi, est une des relations de l'homme. Voilà. Et ça, je crois que ça fera une différence. Oui, ça fera une différence. Mais pas la religion. Question suivante. Merci pour votre exposé. Ah, pardon, il y avait quelqu'un qui a posé une question ? Alors, je peux... D'accord. Donc, on ne sait pas encore s'il y aura un perdant à ce conflit, mais j'en pense qu'on peut voir qu'il y a déjà un gagnant, les États-Unis, pour moi. Et ça me fait penser, on a cité tout à l'heure Philippe de Villepin, et j'entendais récemment quelqu'un qui a été diplomate à cette époque-là, qui était Maurice Gourdeau-Montagne, et qui disait, pour permettre de resituer un petit peu les enjeux du conflit, le but des États-Unis est de casser l'axe Moscou-Pékin. Voilà ce qu'il disait. Est-ce que vous partagez cet avis ? Oui, bonsoir. Est-ce qu'en tant que député, vous avez des informations plus précises sur le nombre de morts ou de blessés qu'il y a tant en Russie qu'en Ukraine ? Et deuxième question, le nombre de jeunes enrôlés russes, enrôlés dans ce combat, ou de réservistes dorénavant, qui y vont et qui ne reviennent pas. On sait pourquoi. Jusqu'à quand la population russe va accepter cela, ne va pas se révolter en disant il faut que ça finisse, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des frères, les Russes et les Ukrainiens. Et troisième question, il semblerait qu'il y ait un gisement très important de titane, d'uranium, de manganèse, de fer, enfin des minerais très importants en Ukraine, et que ça pourrait être un des motifs importants de la poursuite de la guerre pour les Russes. Et bonsoir. Je suis très étonné du manque de réaction ou de réactivité de l'Occident et de l'Europe en particulier par rapport à l'immixtion de la Russie dans les affaires intérieures des pays européens et plus généralement de la propagande russe dans le monde occidental. Il y a eu l'affaire Sputnik-RT après le 24 février, mais quand on fréquente un petit peu les réseaux sociaux, il est hallucinant de constater le nombre de bots pro-russes en fait, qui relayent demi-vérités ou des vrais mensonges sur l'Occident collectif. Oui, merci. Donc je les prends dans l'ordre. Alors les USA gagnants, oui, mais je suis prudent. Gagnant dans ce qu'ils veulent faire peut-être. Je répète que d'abord, sur le plan économique, ce qui est en train de se passer, c'est quand même que les États-Unis, font tourner la planche à billets, c'est-à-dire font fonctionner par des principes de subvention, font fonctionner leur industrie, plus que de donner des armes à l'Ukraine. Après, je ne suis pas sûr. Je crois que les États-Unis vont quand même vraiment vers une question existentielle de leur modèle. Je ne peux pas vous dire autre chose. Et
Est-ce que les États-Unis sont intéressés par l'Europe? Est-ce que les États-Unis sont intéressés par leur propre homogénéité à l'intérieur des États? Est-ce que voilà. Donc je crois que c'est difficile. Évidemment, on regarde un certain nombre de sujets économiques aujourd'hui, de sujets d'influence. Oui, les États-Unis savent très bien aujourd'hui exploiter les peurs et les gouvernements, je vais dire, polonais, lituaniens, etc., au détriment de l'Europe. Je suis assez d'accord, mais là, le match n'est pas joué. Le match est loin d'être joué. Mais par contre, je pense que le modèle des USA est un modèle qui est en train de souffrir. Je le pense sincèrement. Après, l'axe Moscou-Pékin, je suis très clair. Là, le match est fini depuis longtemps et Pékin a gagné. Voilà, c'est clair. Pour moi, Moscou a tout... cet impérialisme moscovite, que j'utilise parfois ce terme parce que je trouve qu'il est plus clair. Vous savez, la Fédération de Russie ou ses équivalents précédents n'a jamais eu de frontière à l'Est. Et a toujours eu... et d'ailleurs, c'est un des sujets que je vous dis, entre nos modèles, je dis toujours, il y a un modèle... Dans le modèle de coopération, on a besoin de frontières. Pour les traverser, pour coopérer par-dessus la frontière, pour faire des ponts. Mais on veut des frontières, des lignes claires. Voilà, qui ne sont pas des lignes rouges, mais qui sont des lignes claires. Dans le modèle impérialiste, et de tout temps, il n'y a pas de frontières, il y a des zones grises, plus ou moins grises. Voilà. Et la question qui s'est toujours passée à l'est de la Russie, ça a été que c'était tellement grand qu'on n'avait même pas besoin de frontières et qu'on gérait sans gérer tout en gérant, quoi. Et aujourd'hui, les voies ferrées qui vont de Mongolie à l'Arctique sont chinoises. Les villes les investissements sont chinois, etc. Et le pouvoir russe, alors déjà il a du mal en Asie centrale, mais il y a quand même des endroits où formellement il est là, mais je pense qu'il a déjà perdu. En plus, avec le dérèglement climatique, on commence à pouvoir circuler en bateau et passer dans l'Arctique. Voilà, je pense que le match est fini là, et que l'axe Moscou-Pékin d'abord n'existera pas et c'est Pékin qui a gagné. Alors les morts plus précis. Alors ça dépend plus précis que quoi. Qui c'est qui a parlé? Je crois que c'était derrière. Je ne sais plus qui a posé la question. Voilà. Plus précis que quoi? J'ai des chiffres. J'y suis pas. Je pense que les chiffres sont assez fiables. 100 000 dans ces eaux-là. C'est de l'ordre de grandeur. À mon avis, il est bon. Est-ce que les gens vont se révolter? Oui, ça commence quand même pas mal. C'est assez compliqué et assez psychologiquement et culturellement particulier, la révolte familiale en Russie. Mais ça existe, il y a des mouvements de maires, que le gouvernement essaye de canaliser pour l'instant. Mais oui, je pense que la société, je ne suis pas sûr que la société, au fur et à mesure qu'on va se rapprocher des bassins purement slaves, c'est-à-dire de Moscou, de Saint-Pétersbourg, aujourd'hui, il y a très peu de moscovites qui meurent, il y a très peu de Saint-Pétersbourgeois qui meurent. Voilà, mais au fur et à mesure qu'il va falloir partir là-dedans, ça va être de plus en plus compliqué. Oui, le Donbass est riche. Il y a des enjeux énormes. Voilà, je raconte toujours cette anecdote. Moi, j'ai travaillé à Lugansk. Ça fait partie des choses que j'ai faites. Je ne sais plus si c'est là que je l'ai dit ou c'est à une autre réunion. Et un jour, c'était janvier, il faisait moins 23. Voilà, et j'allais dans une mine qui était à 30 km de Lugansk. Donc, il fallait que je prenne le petit bus qu'on m'emmène avec les autres collègues, etc. Et en passant, je regarde parce que ça m'intéresse et je vois un paysan, avec moins 23 et de la neige, sortir de chez lui avec une bêche sur l'épaule. Je demande aux gens, mais qu'est-ce qu'il va faire? Le sol est dur comme ça, il n'y a rien à faire. En début janvier, avec moins 23, qu'est-ce qu'il va faire? Ça m'intéressait. Et ils me répondent, il va chercher son charbon au fond de son jardin. Alors, c'est pas du très bon charbon, mais ça brûle. Voilà, donc, le Donbass, c'est extrêmement riche. Voilà. Alors, très intéressant, la question sur l'ingérence russe. Oui, il y a de l'ingérence russe. Je suis, moi, extrêmement prudent. Je suis démocrate. Moi, je suis au mouvement démocrate. Je suis extrêmement prudent, et je vais essayer de bien vous livrer le fond de ma pensée. Je suis extrêmement prudent sur comment on réagit à ça.
j'étais mal à l'aise, je ne sais pas si vous avez suivi au mandat précédent, j'étais mal à l'aise avec la loi Avia, par exemple. Je considère, moi, que c'est le citoyen qui choisit. Évidemment, le citoyen, il est sous influence, voilà. Mais j'ai beaucoup de mal à ce qu'on aille vers des modèles où c'est tout d'un coup l'État ou quelqu'un qui devrait décider ce qui est vrai et pas vrai. Ça me gêne beaucoup. Tout en acceptant, le président l'a dit tout à l'heure, oui, la démocratie, c'est parfois un peu la pagaille, il faut se battre. Oui, moi je me bats avec des gens qui me disent que la Terre est plate. Enfin non, peut-être pas. La Terre est plate, ils ne m'écrivent pas pour ça, mais j'ai des gens qui m'écrivent en me disant que j'ai rien compris à l'histoire de l'Ukraine, etc. Et qui racontent des énormités. J'essaie de répondre, j'essaie de renvoyer, de demander les sources, par exemple. Le travail sur les sources, c'est un travail qui est une réponse, qui est la réponse démocrate, ce que je dis tout à l'heure sur l'histoire, la recherche. Accepter qu'on puisse avoir deux livres qui disent différents. Ça m'arrive très souvent de dire aux gens, écoutez, très bien, vous m'avez raconté une histoire, une vision historique que vous avez, vous m'avez cité la source qui est quelqu'un en qui moi... Voilà. Est-ce que vous, là, qui me critiquez, est-ce que vous avez une autre source? Est-ce que vous avez lu un autre livre? Et on pourrait le faire, on l'a fait en France sur la Révolution française. Aujourd'hui, en France, on est capable de savoir que la Révolution française, on peut la lire de plusieurs manières différentes. Et bien, ce travail-là, je le préfère à terme à déléguer une espèce de pouvoir. Moi, je suis arrivé en Pologne, vous savez, j'ai ouvert des journaux où il y avait des demi-pages blanches. C'est ce que ça veut dire. Si on ouvrait le journal, il y avait une page blanche avec un tempo de censura. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un avait décidé que non, ce qui a été écrit là, j'avais pas à le lire. C'est pas tellement que politiquement, je n'avais rien à dire. J'étais en 86 en Pologne, j'étais jeune, mais je me trouvais spolié de quelque chose, quoi. Mais même si je suis pas d'accord, même si ça te plaît pas, j'aurais envie de voir ce qui a été écrit. Voilà. Donc, voilà. Alors oui, la lutte entre la citoyenneté et l'ingérence, la citoyenneté et les fake news, c'est quelque chose d'assez compliqué. Alors après, en période de guerre, on a le droit de pas être idiot. Donc moi, autant j'ai beaucoup réfléchi à ça. Voilà, l'interdiction de Sputnik et de RT, j'étais pour. Il y a un moment, on est en période de guerre, il faut. Voilà, on sait que ça ne sert pas à grand chose, qu'ils vont revenir. Il y a des bots, comme vous le dites, etc. Mais il y a un moment, on peut prendre des choses en disant bon là vous exagérez officiellement, donc on a le droit de le faire. Après, le reste, c'est vraiment un défi complexe pour nos enfants, parce que je pense que c'est eux qui vont continuer à travailler là-dedans. Je crois que c'est extraordinaire le monde dans lequel ils vivent, et dans lequel ils vont vivre grâce à cette multiplicité de l'information. Mais après, comment ils vont faire pour que cette notion de vérité, de recherche, d'acceptation de la différence continue? Je n'ai pas trop la réponse. Donc pas de naïveté, mais de prudence avec les réactions. Oui, vous avez évoqué quelque chose que j'ai trouvé capital et que je n'ai pas entendu depuis un an dans les médias, les experts qui venaient parler sur les chaînes de télé, les débats. Vous avez évoqué ça que dans les pays de l'Est, c'est pas des États-nations. Pour illustrer mon propos, si vous allez en Slovaquie, vous allez rencontrer des Polonais, des Roumains, des Hongrois, et vous leur dites bon alors vous êtes Slovaque, ils disent non, je suis Roumain, je suis Hongrois. Et souvent, même des fois, c'est des troisième générations. Donc ils continuent à considérer que ils sont d'un pays à côté et que qu'ils ne sont pas finalement intégrés. Et j'étais allé voir un match de foot à Kharkov, au Metalisk, et j'avais été hébergé par une danseuse de ballet. J'avais discuté un peu avec elle. Elle était russe-ukrainienne. Et je lui avais dit, mais du coup, tu parles en ukrainien, est-ce que tu vas demander tes enfants, tu vas les élever pour qu'ils soient ukrainiens? Elle me dit, ah non, jamais de la vie. Puis il y en a là, du côté de Lviv, c'est des chiens galeux, j'ai rien à voir avec ces gens-là. Et donc, pour dire que en fait c'est pas une unité comme on l'entendrait où en France on est tous français. Et la question vraiment que j'ai pour vous qui connaissez, c'est est-ce que aujourd'hui tous ces gens-là, j'ai perdu contact avec cette jeune femme, est-ce qu'ils se rangent derrière le drapeau ukrainien
ou ils continuent d'avoir ah bah non, les Roumains d'Ukraine ils marchent pour la Roumanie, les Hongrois d'Ukraine ils marchent pour la Hongrie, oui, etc. Je vais me permettre de répondre tout de suite avant les deux autres, excusez-moi, mais c'est quand même important. D'abord, je n'ai pas dit ça. Voilà, je vais être très clair, je n'ai pas dit ça, c'est un malentendu, donc c'est pour ça que j'ai réagi tout de suite. On était 5 frangins dans ma famille. Voilà. Il m'est arrivé de dire que le petit frère, c'était peut-être pas un chien galeux, mais c'était pas quelqu'un avec qui j'avais envie de travailler. Il n'était pas question que je le vois pendant les 3 ans qui viennent. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'État-nation. On est dans quelque chose qui a été, et les exemples que vous prenez en Slovaquie sont caractéristiques, on a été dans une région où l'État-nation n'a pas existé tout de suite. D'accord ? Donc, mais où il y avait des nationalités. Mais quand vous parlez de la Slovaquie, évidemment, il y a une minorité hongroise en Slovaquie. On dit ça aujourd'hui. Le français comprend qu'il a forcément, s'il y a une minorité hongroise en Slovaquie, ils sont slovaques. Voilà. Mais il n'y a qu'en France qu'on est ça. Et je voudrais insister là-dessus. En France, nous avons un tropisme qui fait que, après la Révolution française, nous avons écrasé les deux notions, nous avons mélangé les deux notions de nationalité et de citoyenneté en France. Et j'en suis très fier. Je le défends, ça. C'est très bien. Mais nous devons être conscients que ce n'est pas la même chose pareil. Et votre danseuse de ballet, connais plein des Ukrainiens qui ne parlent pas ukrainien, qui n'aiment pas beaucoup les gens de Lviv parce que c'est des flemmards et puis ils nous font suer et puis voilà, et puis de toute façon c'est pas des industries, enfin qui ont cette différence-là, ok, mais oui, qui ont mis le treillis et qui sont partis défendre le pays. Voilà. Ils vous diront jamais qu'ils sont ukrainiens. Mais le meilleur exemple, il y a un exemple caractéristique qu'on n'a pas assez développé en France, qui est le maire de Kharkiv. Le maire de Kharkiv, qui a été élu depuis 2014, c'était le numéro 2 de Medvedchuk. Le numéro 2 du parti pro-russe avec le gars qui a été exfiltré, qui est à Moscou aujourd'hui et que Poutine aimerait bien voir remettre si jamais il gagne. Le maire de Kharkiv, élu sur ce parti pro-russe, numéro 2 de Medvedchuk, quand il a pris 3 roquettes sur sa mairie, il a dit « Mais non, attendez, moi je suis pour qu'on parle russe dans les écoles, je suis ceci, je suis cela, mais ça là vous allez, ça va pas, moi je suis... » voilà. Et il a mis le treillis bleu et jaune. Voilà. Et alors ça va même très loin, j'ai des gens qui viennent, qui ne parlent pas ukrainien, qui disent « Mais moi je ne parlerai plus jamais russe de ma vie. » Bon, ça c'est psychologique, hein, c'est des gens qui sont... Les Slaves, ils ont parfois, comme je dis, l'adrénaline à l'extérieur, mais... Il faut qu'on comprenne que ce n'est qu'en France que ça nous pose problème. La question que vous avez posée à votre ami en disant bah alors tes enfants, etc. Mais c'est une question surréaliste pour elle. Moi, j'ai bien vu avec ma femme. Je l'ai rappelé tout à l'heure dans une autre réunion. Ma femme elle me disait mais non, lui il n'est pas français. Mais oui, il est citoyen français, mais enfin ses parents n'étaient pas français, donc on voit bien. Il parle aussi une autre langue. Voilà. Et en Allemagne, on a 2 notions complètement différentes. Hein. Le Bürgerschaft et le Volk, c'est complètement différent. Hein. Complètement différent. Donc, il faut que nous comprenions que cette manière que nous avons d'envisager l'État-nation est particulière. Voilà. Et je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'État-nation. Voilà, nous, on utilise nation, citoyenneté, et puis en plus, on dit naturalisé. Alors, vous imaginez, les gens, non seulement vous voulez mélanger la nation et la citoyenneté, mais en plus, vous voulez me changer de nature. Hein. Donc... ben oui, non, mais c'est notre vocabulaire, on est là-dedans. Donc mais il faut qu'on comprenne que, peut-être pas État-nation au sens où vous l'entendez ici, mais les Hongrois en Slovaquie, ils ont des députés au Parlement slovaque, du parti qui s'appelle Most Mid, qui est le parti hongrois en Slovaquie. Voilà. Et ils ont des députés au Parlement slovaque. Mais ils vous diront qu'ils sont hongrois. N'empêche qu'ils ont des députés au Parlement slovaque. Et vous savez, moi, je vote pour le maire de Cracovie. Sur ce sujet-là, il faut être très prudent quand on est français et il faut attendre qu'on soit bien sorti de sa coquille et de son petit. Ouais, voilà. Non, mais c'est très important. C'est très important. Voilà. Excusez-moi, je voulais pas qu'il y ait de malentendus. Le problème de l'Ukraine, c'est son nombre d'habitants beaucoup plus faible que celui de la Russie, compte tenu du fait qu'on peut penser qu'il y a autant de morts à peu près de chaque côté. Donc jusqu'à quel point l'Ukraine pourra faire face
devant la mobilisation importante des Russes. Bien sûr, leur nombre inférieur est compensé par du matériel militaire de meilleure qualité, mais jusqu'à quel point les pays européens pourront-ils intervenir sans amener une troisième guerre mondiale ? Oui, je ne pense pas que la mobilisation russe marche très bien et qu'elle soit proportionnelle à la population de la Fédération de Russie. Parce que quand on parle, c'est la Fédération de Russie, encore une fois. Donc c'est sûr que... Voilà, mais il y a quand même des gens dans les territoires, musulmans, dans les territoires à forte démographie, qui vont pas y aller, qu'on ne pourra pas mobiliser de la même manière. Après, votre question sur... évidemment, j'ai dû apprendre à m'intéresser beaucoup à la chose militaire. Je ne vois pas un très gros déséquilibre potentiel dans l'état des forces. Peut-être qu'il y aura évidemment plus de mobilisation, de soldats mobilisés du côté russe, que ça sera significatif dans certaines situations, sur certains chantiers, sur certains champs de bataille. Mais je ne vois pas quelque chose qui fasse que voilà, c'est pas le Liechtenstein contre l'Allemagne, quoi. La différence en termes de force mobilisable et de force mobilisée ne sera pas d'un déséquilibre proportionnel à la différence de territoire et de population. J'y crois pas trop. Oui, excusez-moi, j'avais à nouveau une question. C'était concernant l'autre espace qui est important dans ce conflit-là, c'est la Biélorussie. Comment pressentez-vous l'évolution de ce pays ? Je mets à part le devenir de Loukachenko, bien évidemment, mais c'est quand même une société qui a l'air beaucoup plus vivante, moins apathique que la Russie. Donc, est-ce que c'est un pays qui est sauvable, récupérable, tout simplement ? C'est pour faire suite tout à l'heure le fait que Pékin ait gagné. Est-ce que nous, en France, en Europe, on est gagnant de ces situations? Parce que quelque part, il y avait les Chinois, les Russes, bon, ça se neutralisait un petit peu. Mais là, si c'est la Chine qui remporte et que la Russie s'affaiblit, est-ce que c'est pas pire pour nous en Occident, en Europe? Oui, je commence par cette question, après je finirai par l'autre. Non, je pense que ça c'est de la... Comment dire, je crois que ce que nous devons faire, je crois que le message que l'Union européenne, quand je parle de modèle de l'Union européenne, on doit parler au monde. Voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, quand je dis que je me sentais pas de l'Occident contre l'Orient. Je me sens d'un modèle européen, ça c'est notre affaire. Voilà, c'est à nous de le défendre, c'est à nous de le montrer au monde et pas de l'imposer. De dire voilà, nous, on est bientôt une trentaine de pays, on va avoir une soixantaine de nationalités, on a 7 ou 8 alphabets et on arrive à travailler ensemble et on s'en sort pas trop mal. On propose ce modèle-là au monde. Voilà. Et on le défend chez nous, on le propose et on essaie de travailler ensemble. Voilà, mais après j'espère que ça n'aura pas d'influence comment les autres pôles d'un monde multipolaire s'arrangeront, parce qu'il faudra que c'est à nous de dire ce qu'on a envie de faire et puis qu'on ait un gros bloc sino-russe d'un côté ou qu'on ait 2 blocs russo et chinois, ça sera notre affaire de le faire. Mais je ne crois pas que ça aura de l'importance pour nous. Voilà. Après la question sur le Bélarus. Alors il y a 2 espaces dont on n'a pas parlé aujourd'hui, et heureusement, parce que sinon on était là jusqu'à 8h demain matin, c'est les Balkans, évidemment. Donc c'est aussi dans ma circonscription, c'est aussi des pays que j'adore et c'est aussi des pays que je connais très bien. Sur le Bélarus, alors plusieurs différences. D'abord, je suis président du groupe d'amitié Bélarus, donc du groupe d'amitié je ne suis plus président du groupe d'amitié avec la Pologne, mais du groupe d'études à vocation internationale avec les opposants du Bélarus. Mais effectivement, c'est un peuple très différent. Vous dites plus vivant que les Russes. Oui, ils sont différents. C'est ce qu'on appelle, voilà, ils sont des Slaves de l'Ouest, etc. Pour les Bélarusses, Mickiewicz est Bélarus. Hein, voilà, pour être très clair. Donc donc ils ont une culture qui est différente. Il y a 2 différences fondamentales, je pense. D'abord, il y a une différence avec les Ukrainiens. Voilà, les Bélarusses, plus vivants, ça me plaît comme image, j'y aurais pas pensé, mais ils ont la tête beaucoup moins dure que les Ukrainiens. C'est-à-dire que ce ne sont pas des bagarreurs. Voilà, c'est très clair. Et d'ailleurs, les Ukrainiens n'ont pas peur que les Bélarusses les attaquent. Ça, c'était un fantasme, mais c'était impossible, quasiment. Par contre, ils n'ont pas très envie que les Bélarusses... Enfin, il y a un régiment bélarusse qui s'est engagé en Ukraine, mais ils sont un peu
un peu pas moqueur, mais enfin ils disent voilà, les Bélarusses, s'ils avaient fait comme nous, Loukachenko serait plus là, quoi. Enfin, ils sont plutôt dans cette idée de faire des démonstrations pacifiques, etc. Voilà, quand on discute un peu avec eux, alors pas méchamment, mais il y a une grande différence de culture. La deuxième différence, c'est l'histoire avant 90 et avant 2000, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans des accords, y compris internationaux, on parlait tout à l'heure de frontières internationales, qui sont complètement différentes. L'Ukraine avait son autonomie déjà avant, le Bélarus beaucoup moins. Le Bélarus, dès 94, entre 94 et 98, repart dans une espèce de confédération, etc., et essaye d'effacer l'indépendance. Et moi, j'ai travaillé aussi au Bélarus. Au Bélarus, on se sent beaucoup moins dans un territoire jaloux de ses frontières que ce qu'on peut avoir en Ukraine. Voilà. Par contre, je pense que le Bélarus, c'est pas la Russie, quoi. Voilà. Je pense que le Bélarus, c'est pas la Russie, qu'il y a des choses qui sont pas pareilles, qui sont différentes, et que j'espère qu'ils arriveront petit à petit à le reprendre. Et dans cette mouvement du Bélarus, le drapeau, par exemple, c'est des choses extrêmement importantes qui touchent beaucoup les Lituaniens et les Polonais, hein, sur ce que ça veut dire au fond. Hein. Les Bélarusses, ils sont vraiment dans la République des deux nations. Voilà, pour être très clair. Ils portent cette histoire, ils sont dedans. Voilà. Si vous allez un peu plus à Moscou, pas du tout. Ou un peu plus à l'est, pas du tout. Voilà. On est en fait sur une histoire qui est l'histoire de la route de l'Ambre. Hein. Donc Crimée, Ukraine actuelle, Bélarus, Lituanie, Pologne. Et c'est quelque chose qui est différent de la Russie. Alors après, comme j'ai dit, hein, au-delà de la reconnaissance des frontières reconnues internationalement, après comment on peut faire vivre des différences ou des similitudes par-dessus les frontières, c'est autre chose. Voilà. Mais c'est les deux grandes différences que je vois. Bien, écoutez, il ne nous reste plus qu'à remercier Monsieur le député pour cette présentation et surtout les réponses à vos questions qui nous ont permis, quelque part, à nous tous qui vivons plutôt à l'ouest de l'Europe et non pas au centre et à l'est, d'être éclairés par votre connaissance du terrain, le fait que vous avez été à la fois en Ukraine, en Bélarus, dans les Balkans, en Pologne, bien évidemment, où vous résidez, nous permet de voir que d'une part, la construction de l'Europe, pardon, vous m'excuserez de revenir à le cœur de mon sujet, l'Europe est en route, n'est pas finie, qu'il faut que nous la construisions, que dans ce cadre-là, il faut aussi que nous soyons vigilants par rapport à notre environnement, vigilants sans être agressifs, vigilants sans vouloir imposer notre manière de vue, et c'est bien ça ce que vous avez bien expliqué, je dirais, à l'intérieur de chacun de nos pays, en parlant de citoyenneté et de nationalité. On peut arriver à travailler ensemble si on n'a pas les mêmes vues, en matière de nationalité, si on n'a pas les mêmes vues, ou même pas la même utilisation des langues. Mais le principe de l'Union européenne, c'est justement ça, c'est d'arriver à rendre compatible ce qui était considéré comme des contraires il y a, je dirais, 2 générations de nous. C'est bien pour cela aussi que nous voyons bien frapper à la porte des pays qui souhaitent venir dans l'Union européenne. Bon, on a les pays des Balkans, on a bien évidemment l'Ukraine. Où est-ce que ce mouvement ira? Comment est-ce qu'il s'amplifiera? C'est à nous, quelque part, à continuer à le construire. Elle continue à le construire, et je rappelle que quand même que ces 70 ans que nous avons, un peu plus maintenant, depuis que nous avons la déclaration de M. Robert Schuman en 1950, eh bien, nous avons avancé. Au début, on a bien dit, je dirais, le marché commun a bien commencé par l'économie. Et c'est par l'économie que les gens ont commencé à se parler ensemble, et de l'économie, on est passé aux politiques puis au social. Donc écoutez, moi j'ai trouvé que votre présentation, les réponses que vous avez faites sont simples, claires, éclairantes. De quoi sera fait demain, on ne sait pas trop,
Mais quelque part, il faut savoir qu'on est chacun d'entre nous, chaque citoyen, on est en partie moteur de ce qui est en train de se construire, à la fois à l'intérieur de l'Union européenne, mais aussi dans ses pourtours et même au-delà. Une fois que j'ai dit ça, mais j'espère d'abord que vous avez apprécié la rencontre avec monsieur le député Frédéric Petit. Je voudrais simplement vous dire que le 8 février à Sciences Po viendra se présenter monsieur Laurent Varlouzet. Monsieur Laurent Varlouzet est professeur d'histoire, donc on est dans un autre domaine mais qui est intéressant, professeur d'histoire à l'Université de la Sorbonne. Il est président du conseil scientifique de l'Institut Jean Monnet et il est un spécialiste de l'histoire de l'intégration européenne. Donc quelque part, il faut aussi parler un peu du futur, mais il faut aussi savoir d'où nous venons et qu'est-ce qui a été construit. Je pense que quelque part, ça sera très intéressant. Ça ne se passera pas ici, ça se passera donc à Sciences Po. Une fois ceci dit, je vous remercie d'être venus. Je suis très heureux de vous avoir vus aussi nombreux et j'espère vous revoir très bientôt. Merci à vous et merci à vous surtout.